Donc deuxième partie de cette conférence, à partir de Louisa, qui est ici, qui a été la nounou des deux enfants d'Hélène Bessette, Eric né en 1941 et Patrick né en 1946. Il y avait quelques mois quand elle a pris le bateau. Et Patrick Brabant, quand on est rentré en relation ensemble, m'a dit « Est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Est-ce que tu pourrais retrouver cette fameuse Louisa qui nous a gardés et qui fait partie de La Grande Balade ?» Elle est à la page 110, pour ceux qui ont acheté le livre. À la page 99, voilà, c'est cette fameuse Louisa, femme hibiscus, Louisabelle, femme hibiscus, au rire triomphant. Eh bien, c'est elle. Et on l'a retrouvée grâce à témoignage d'un passé et à nos amis présents qui ont reconnu cette fameuse Louisa. Donc on va continuer cette conférence sur Louisa, à qui on dédie aussi cette conférence. Pour nous, Calédoniens, propulsés dans notre arc-en-ciel des cultures et des couleurs, la grande balade, c'est Louisa, la nounou des deux fils d'Hélène, Éric et Patrick. Premier portrait littéraire d'une femme mélanésienne. Premier portrait littéraire de la littérature calédonienne, d'une mélanésienne décrite comme une femme. Premier portrait littéraire de la littérature calédonienne d'une femme mélanésienne à part entière. Et basta les oripeaux ethnographiques douteux qui confinent les peuples kanaks dans le décor des descriptions condescendantes, dévalorisantes, dégradantes. Toute la sensibilité poétique de Hélène dans ce poème pour Louisa. Louisa Chaonian Weke, née le 3 mars 1927 à la tribu de Udjo, fille de Apela Bayi et de Diela Héloïse, mariée au pasteur Wabealo Abel, décédé, puis remariée à Lifu, tribu de Kirinata, avec M. Mata Kanako. Louisa, décédée le 23 février 2004 à 21h30 au dispensaire de Tchépéhéné, Lifu. Cette photo que beaucoup connaissent, c'est la fameuse photo où Louisa est au milieu des enfants à Doneva, avec Madame Pitet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui a des lunettes, voilà, qui a fait le voyage en 1946 avec Hélène Bessette, et notamment Juliette Roche, dont je vous avais parlé tout à l'heure, et qui est morte, elle, dans le naufrage de la Monique. Louisa, entourée d'enfants sa vie durant, mais sans enfants à elle, plutôt 100 enfants pour elle, tout son amour pour les enfants, semblable à celui d'un jardinier pour ses fleurs. Louisa, jardinière d'enfants, si belle et souriante, avec le pasteur Abel au fond du jardin du grand appartement de Nouméa. Voilà son mari, le pasteur Abel, qui est enterré à Poniriouin. Sous les fenêtres du grand appartement où vivait Hélène, où est née Evelyne Lacheret, épouse Lec. Louisa, sous les fenêtres du grand appartement. Hélène, à la fenêtre du grand appartement. Le jour, échangeant avec Louisa, tout en bas dans les fleurs du jardin. La nuit, sans doute, quand Hélène écrivait. L'été, ouvert sur le jardin de Louisa. La petite maison de Louisa et d'Abel dans les fleurs du jardin. Hélène, ses yeux tout habités par la petite maison de Louisa. Peut-être même par de petites lumières dans la maison de Louisa. La lueur des bougies en lueur dans les yeux d'Hélène, la nuit, dans le silence de l'été, dans la chaleur du silence de l'été. Hélène accoudée au rebord de la grande maison, comme un oiseau de nuit sur une branche pleine de nuit, parfois tout entière dans une pleine lune, immergée dans le 7e continent.
dont a parlé tout à l'heure Nicole. Et là, c'est une photo qui m'a été remise par Nono Diala, qui est le dernier enfant à avoir été élevé par Louisa. Et elle est à Lifou à l'époque, où elle avait eu un anévrisme. Et voilà, c'est une photo des années 2000, quand elle est à Lifou. Et là, on voit, alors je vais peut-être me déplacer, on voit dans l'équipe de cricket, la femme qui est tout en haut, la troisième femme en haut, tout en haut à gauche, c'est Louisa, qui était très très grande, qui était très très belle. Et je suis sûr que Hélène et Louisa ont beaucoup parlé. D'où les remarques tout à l'heure sur le style particulier à la grande balade, qui est à mon avis aussi inspiré par les langues kanak, et notamment probablement Lifou, peut-être Saliojo aussi, peut-être. Voilà. Belle photo, non? Donc, au cœur de cette grande maison de pierre que vous allez probablement tous pour la première fois rencontrer tout à l'heure avec le petit film. Je cite ici Hélène Bessette sur la photo, dans la grande véranda. Enfermée de vérandas, de galeries, de balustrades, suspendue à flanc de colline, au creux de la verdure épanchée, hauts volets, haute maison sans fenêtres, murs crevés de portes béantes dans la fraîcheur des galeries, lauriers roses et bleus touffus, épanouis, amabilité dans la grâce du geste, ombres en voyage sur les vêtements blancs, absence de peine, lenteur du temps, scone, thé, boissons glacées, marche rapide des indigènes, robe de voile fleurie, la baie d'eau bleue où le soleil roule. Nuit subite, percée de lumière, fleurs rutilantes dans l'obscurité, parfum fort, dense, attirant, attachant. Nuit, vole la robe de voile, l'indigène légère, dansante, souple. La Grande Balade est donc un livre puissant qui s'inscrit légitimement dans l'histoire de la littérature calédonienne, au même titre que La Route bleue et N'avez-vous pas froid, dont vous parlez tout à l'heure Julien, triptyque de son expérience dans le Pacifique Sud. Le second, La Route bleue, sur son séjour en Australie. Le troisième, sur sa rupture violente avec son mari, le pasteur Brabant. N'avez-vous pas froid? Bessette quittant Nouméa le 13 juillet 1949 et qui va écrire entre octobre 1950 et l'été 1951 un gros manuscrit, le triptyque, celui-ci, qu'elle commence à taper à Tonins, je la cite, dans un charmant vieil hôtel, le Castel Fleury, avec l'aide d'une surveillante de la colonie de vacances. Manuscrit qu'elle déposera chez Maurice Lénart, qui le transmet à Michel Léris, qui le transmet à Raymond Queneau, qu'elle rencontre le 4 décembre 1952 à Paris, ce qui laisse le temps à Bessette d'écrire Lily pleure, 1953, accepté par Queneau, qui lui conseillera de revoir son gros manuscrit, ce fameux triptyque qu'elle a écrit en peu de temps finalement, impubliable en l'état, que Bessette remaniera pour en tirer La Route bleue, 1960, chez Gallimard, La Grande Balade, 1961, vendue à 113 exemplaires, et N'avez-vous pas froid, 1963, publié chez Gallimard. On imagine fort bien les conversations intellectuelles que Bessette eut avec le pasteur Maurice Lénart, qu'elle appréciait tout autant que sa femme avec laquelle elle aura une correspondance suivie. Échanges qui ont nourri sans doute l'esprit de La Grande Balade, livre aux antipodes de ceux d'un Mariotti, livre au plus près de l'esprit du monde mélanésien que Lénart expliqua probablement à Bessette en clarifiant ses idées pour elle. Bessette, si proche de Louisa, de l'esprit de la nature, où l'homme ne s'en sépare pas, ne la domine pas, lui-même esprit dans l'esprit, mode de cet esprit nature,
Je rappelle Hélène Bessette, nature, poème total. Je cite Bessette, union forte, charnelle, saisissante de force et de sensible. Ces Mélanésiens rencontrés lors de son voyage dans le nord de l'île, Tuo, Yangen, Tao, qu'on retrouve dans la Grande Balade, ces habitants de l'étrange, dit-elle, ils sont dedans, à l'intérieur, intégrés, avec morceaux de. Le langage, alors, les mots, inefficaces. Communication entre Bessette et les Mélanésiens sans les mots, ou alors avec de rares mots, plutôt des signes d'une langue de la nature pour échanger, des mots en forme de coquillage. Je cite ici Bessette, par le langage de l'or. Le langage possible donc par les éléments de la nature, une communication grâce aux éléments de la nature. Je cite Bessette. Le métis réintègre sa condition ancienne et passe à la gratitude la plus touchante, la plus généreuse, la plus enfantine. Gratitude pour une parole possible. Émilie reçoit des colliers, des coquillages, des bracelets, des nacres, des perles fines, des écailles. Cette nature non réflexive, pure, je cite ici Philippe Descola dans son livre Par-delà nature et culture, de même qu'en Nouvelle-Calédonie, l'environnement est perçu comme fondamentalement indistinct de soi, comme une ambiance où s'épanouit l'identité collective, l'environnement, et ce qui relie et constitue les humains comme expression multiple d'un ensemble qui les dépasse. Nature-homme que Bessette décrit comme, je cite, une troisième possibilité, une inertie vitale entre la vie et la mort, le rêve dans la réalité, folie permise du rêve dans la réalité, enfin permise, non internée. Quelques hommes ont voulu vivre le rêve. Maurice Lénart, donc, expliquant à Bessette le principe du camo. Un prédicat, je cite Maurice Lénart, un prédicat indiquant la vie. Le corps s'anima grâce au camo. La plénitude de l'humanité, exprimée par les termes d'Ocamo, humain vrai, se déploie en fait dans toutes sortes d'unités de vie distinctes de l'homme comme espèce. Conception qui amène Maurice Lénart à traduire d'Ocamo par personnage. Un principe d'existence, je cite Maurice Lénart, revêtu d'apparences diverses, en opposition à la notion occidentale de personne, qui suppose une conscience de soi particularisée et un corps nettement circonscrit dans l'espace. Le camo se définit non par une clôture, mais par les relations qui le constituent. Fin de citation. Cette distinction personnage-personne, Bessette l'utilisera dans toute son œuvre, mais plus précisément dans la Grande Balade, où trois personnages apparaissent. Aimé, première partie, le voyage en bateau. Émilie, deuxième partie, voyage sur la terre calédonienne. Enfin Clara, je cite ici Hélène Bessette, La naufragée, pièce de théâtre, Mélo à 3, Pacifique Sud à l'européenne. Clara, c'est Hélène avec sa séparation, enfin Hélène qui se sépare de son mari. L'affaire René Brabant-Madeleine, et ici, M. Martin, Madame Lec ont bien connu cette période. Trois personnages habités par un camo, comme mode d'une expérience de voyage, d'amour et de haine. Trois apparences diverses d'un seul personnage, Bessette, qui se vit elle-même comme l'expression multiple de ses interactions avec les mondes sociaux, littéraires, professionnels, familiaux, religieux. Bessette, en quelque sorte, le fruit de ces multiples personnages comme expression de sa sensibilité multiple, exacerbée, entière, vouée à l'absolu, à la dissolution dans l'absolu, dans la folie, destinée corps et âme au rejet d'une société qui réprime les personnages, une société toute administrative où règnent les normes de la domination par l'école, la culture, le travail, la sexualité masculine, la personne comme sujet de droit, responsable, condamnable
expulsable. Je cite ici Hélène Bessette, « L'homme fort à nouveau, l'homme passion, en guerre, contre paysage, contre nature. » C'est la troisième partie très noire de cette œuvre. Un instant, paysage brisé, gommé, inexistant, sans importance. Le plus grand paysage du monde, remplacé par le visage d'une femme, en l'occurrence Madeleine. Nouveau, domination par les passions du cœur. Les deux héros géants dans le paysage diminué, rapetissé, reconduit à sa manière, à sa vie végétative. Le monde de Clara, ce troisième personnage, qui est la troisième partie de la balade, en cette fin de balade, brutal, violent, de nouveau pris dans les sphères de la domination, de la trahison, du jugement, de l'oppression. Voilà ce que dit Hélène Bessette dans un de ses mémoires. Que Brabant m'ait trompé n'avait pas une grande importance, surtout si l'on considère que j'ai souvent fait chambre à part, à Nouméa. J'ai demandé des lits séparés. Et depuis août 1947, je me refusais et n'avais nullement l'intention de reprendre ces relations, malgré le « à condition » qu'il a avancé à la conciliation. Mais par la manière du divorce, Brabant, comme en plusieurs circonstances, s'inscrit à la criminalité. Ça, c'est dans une biographie de Bessette écrite en 1972, jamais publiée. Cette fin, en cette troisième partie de la grande balade, Clara, troisième personnage, voilà ce que dit Bessette. L'héroïne est folle. Clara, personnage de Bessette, mais bien réel comme personnage. Clara dans le réel, exclue du rêve. Clara, femme du personnage cinéaste, son mari en vrai, qui fait son cinéma. Voilà ce qu'elle dit. Ma femme, sans amour, ma catin de femme. Je rappelle que parmi les ragots qui ont été colportés à l'encontre d'Hélène Bessette, il y avait celle qu'elle était une pute. Voilà. Et que quand elle a eu une fausse couche, eh bien, elle se serait plutôt fait avorter parce qu'elle aurait eu des aventures. Ma catin de femme. Et ça ne te plaît pas d'être ma catin de femme? Elle qui consentit à être malhonnête, à jouer la comédie, c'est ce que dit ici Bessette. Et tout le monde m'insultait quand je voulais être honnête. Quand je refusais la comédie, l'Occident, décomposé, gris, a gagné. Le grandiose Pacifique a perdu. Hélène Bessette, épouse Brabant, victime à Nouméa des ragots les plus odieux. Son physique, son mètre 50, voilà ce qu'on disait. Elle est mal fringuée, elle a un torchon sur la tête. Elle est sortie de la misère en France grâce à son mari, soupçonnée d'être une catin. Sa fausse couche, Hélène suspectée d'avoir avorté. Voilà ce qu'elle dit dans une autre de ses biographies. Je n'ai jamais trompé mon mari. Je n'ai jamais pris d'amant. Je ne me suis jamais fait avorter. Je ne fais pas la vie. Je ne fais pas le trottoir. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais été dans les maisons de rendez-vous. Hélène, par la manière du divorce, humiliée. Divorce à ses torts, sans sourciller. Son mobilier, ses vêtements vendus. Son voyage à Sydney pour raison de santé, sa fausse couche, qui donnera la route bleue. Prétexte pour lui coller sur le dos la fameuse fuite du domicile conjugal. Tous les papiers du divorce prêts à son retour de Sydney. Hélène sur le bateau, avec seulement un de ses deux fils, Eric. Le petit Patrick, que vous verrez tout à l'heure, restant avec son père et la maîtresse de son père. Une grande belle femme, dame missionnaire qui logeait parfois au vieux temple, dans la chambre de passage, au rez-de-chaussée. Hélène et son mari au premier étage. Madeleine, passionnément amoureuse du mari d'Hélène. Et le mari d'Hélène, très amoureux de Madeleine, qui hurle son amour devant une église protestante éberluée. Voilà ce qu'elle dit. L'amour parfait bannit la crainte. Alors au passage, M. Brabant et Madeleine sont restés ensemble toute leur vie. Ce n'était pas simplement une façade, c'était une vraie histoire d'amour. Et Madame, qui viendra Madame Brabant, s'est occupée de lui jusqu'à la fin. Donc c'est quand même une vraie histoire d'amour, hein. C'est pas simplement... Voilà, c'est une vraie histoire d'amour. Mais bon, ça n'empêche.
L'amour parfait bannit la crainte. Le mari de Hélène, le cinéaste, est Clara, femme sous influence. Voilà ce qu'elle dit dans la grande balade. Pas un mot où je tire, où je te retire de la circulation, si tu parles. Ce mari qui fait son cinéma, je cite Bessette, visage de cendre, visage en négatif, qui ne prennent plus la lumière, miroir sans teint des mariages défaits, étreinte dure, froide, nuit sans baiser, sommeil lourd des cœurs vidés. L'écriture du pasteur Brabant sur les dernières pages du manuscrit de Marie des Oublis. C'est son père, c'est son fils qui m'a dit ça. Quand il a revu les manuscrits, il s'est aperçu que Marie des Oublis, le premier texte qu'elle publie dans l'Évangile du Sud, porte la marque de son mari, comme si son mari avait, d'une certaine manière, été intervenu dans sa propre création. C'est ce que m'a dit Patrick. L'écriture du pasteur Brabant sur les dernières pages du manuscrit de Marie des Oublis, à se demander si le dernier chapitre, m'a-t-il dit, n'aurait pas été remanié par ses soins. Donc, dans cette troisième partie, Hélène sous domination, sous influence, son écriture confisquée, sa nature brimée, comme à l'époque de son adolescence. Je cite encore la grande balade, « T'ai-je aimé ? Je ne t'aime plus. » C'est très simple, tu vas t'effacer, Clara, sans rien dire, puisque je ne t'aime plus. Tu vas partir, tu vas disparaître. Je ne te tue pas, je te demande de disparaître. Le peintre te conduira à Nouméa, tu vas embarquer, tu vas retourner. D'où tu viens ? En Occident. L'Occident, aux petites rues sombres, étroites rues obscures. Des grands bateaux enfoncés dans la rade. Ils vont t'emporter. Le voyage de retour, j'ai téléphoné, j'ai payé, tout est prêt. Mais Hélène, en complète métamorphose sur la terre calédonienne et sous le ciel du Pacifique Sud. Tout son début de femme écrivaine en Nouvelle-Calédonie. Hélène, écrivaine. Hélène, enfin écrivaine. Hélène, soutenue par une enfant. Evelyne. Alors, je me lève, c'est une photo que beaucoup connaissent. Evelyne, Patrick, qu'on va voir tout à l'heure, le pasteur Brabant, la maîtresse, Hélène Bessette, toute petite, Éric. Ici, nous avons Eugénie Péter. Ici, on a Madame Pittet. Ici, on a Juliette Roche, celle qui est morte dans le naufrage de la Monique. Le pasteur Lacheret, sa maman, sa femme, pardon, c'est n'importe quoi. Et alors là, c'est doit être ta sœur, Evelyne. Marie-Claire, Lucie. Cette photo a été prise à Deneva. Donc, Evelyne Lec, qui comprend et partage la tristesse de Hélène. Evelyne me disait que, probablement contre les ordres de ses parents, elle s'était mise naturellement aux côtés d'Hélène. Elle n'est pas aux côtés de ses parents, elle n'est pas aux côtés de sa sœur, elle est aux côtés d'Hélène. Voilà pourquoi son témoignage et ce qu'elle a pu dire sur Hélène est formidable, vous le verrez tout à l'heure dans le film. Donc Evelyne qui comprend et partage la tristesse de Hélène. C'est une enfant qui aime Hélène, ce n'est pas les adultes. Hélène, ses romans, enfin les siens, bien à elle, contre les angoisses de sa mère, contre la vie du médecin, de Queneau, de Pivot. Pivot a massacré Hélène Bessette. Du monde littéraire, contre l'oubli qui enveloppera malheureusement son œuvre, mais une œuvre à elle, qui doit tout à elle, l'œuvre de Hélène Bessette, femme libre, folle, génial écrivain de la grande balade, ce chant intemporel de la Nouvelle-Calédonie, Hélène, écrivaine de la Nouvelle-Calédonie. Je cite ici un très beau passage de la grande balade. Quelque part au bout du monde, enfin du neuf, attestation, je le jure, par la foi je l'ai vu. J'ai vu un morceau de monde brillant de nouveauté, de jeune propreté. Et comment pourrais-je à jamais l'oublier ? Le voyage valait la peine, le déplacement n'est pas vain, attente non déçue. Et le prix payé, s'il est élevé, ne l'est, se semble, pas assez. Ce n'est pas assez cher. Le demandeur peut lever la mise sans crainte.
il n'arrivera pas à tant de fortune. Plus que les cœurs déchirés, plus que le ciel brisé. On pouvait tout donner, tout sacrifier, tout remettre en cause. Rien n'est à regretter, puisque sur la terre entière, ça c'est la Nouvelle-Calédonie, un morceau vert de nouveautés certaines a levé ses splendeurs. Conclusion. Voilà pourquoi Hélène Bessette est une écrivaine de la Nouvelle-Calédonie, je pense. Hélène Bessette est une grande blessée, une âme perdue pour le monde en bas, un ange tombé au cœur des machines sociales, des machines familiales, des machines littéraires, des machines sexuelles, en plein dans le tripalium des pouvoirs, habitant toute sa vie ses romans, comme on habite une maison chérie, habitante de ses romans, de ses rêves, quitte à s'y perdre complètement, quitte à perdre pied avec le réel, quitte à y perdre sa raison, pour avoir un monde bien à elle, habitable, respirable, une propriété bien à elle, son paradis à elle. Hélène, si souvent dépossédée de son œuvre, si souvent dépossédée et de son œuvre, par l'oubli. Mais déjà à Nouméa, divorce avec le pasteur Brabant, voilà ce qu'elle dit. Je me suis aperçu qu'il avait jeté tous mes vêtements, manteaux et chaussures, ou peut-être distribués en brousse. Répétition du geste de Roubaix. Toutefois, on ne pouvait s'attaquer aux meubles. J'avais en effet pris peu de choses pour un séjour de 3 mois à Sydney. La robe de bal a certainement fait le bonheur d'une fille indigène. Que dis-je? Il y a tout de même eu quelque chose avec les meubles. Brabant avait fait tout seul, avant mon arrivée. Le partage des meubles et la grande caisse clouée que je voyais sous la galerie contenant nos 2 lits. La literie, une petite table, les chandeliers laissés par les Américains et diverses choses qui m'appartenaient. Hélène tombe vers le haut, comme dirait Simone Veil, tombe vers le haut, à l'identique de sa sœur christique, Simone Veil, siamoise déchirée vivante, écartelée elle aussi entre la chair et l'absolu. Hélène est sa propre langue, son propre chant, son propre acide pour tuer dans l'œuf la société des artifices, mensonges, ragots, terreur, emprisonnement, mise à l'index du monde littéraire, corps au corset, mental disséqué par la magie noire des nouveaux prêtres psychiatres. Le rapport avec Artaud et Van Gogh serait si lumineux à approfondir dans le cas de Bessette. Je vous laisse lire cette très belle phrase de Simone Veil, je désire, je supplie que mon imperfection se manifeste tout entière à mes yeux, autant que le regard de la pensée humaine en est capable. Non pas pour qu'elle guérisse, mais même quand elle ne devrait pas guérir, pour que je sois dans la vérité. Tous ceux qui la dénigrent, Hélène, médecins des âmes policées, des âmes domestiquées, des âmes châtrées, petits tortionnaires, petits fonctionnaires de la littérature, lecteurs peu attentifs, trop frileux, Bessette, expulsée, blackboulée, torturée, châtiée, malgré des soutiens d'importance, et rendue folle pour épargner le système des pouvoirs, des castes, des privilèges, du crétinisme généralisé. Elle, l'écrivaine impossible, aux phrases impossibles, se dispersant aux 4 vents dans ses romans, s'éclatant en 1000 prismes pour se saisir complètement, en 1000 personnages, intensément, royalement, follement. L'écriture, ce premier Dieu, mot des enfants qui jouent d'une façon hautement sérieuse, l'ironie cinglante à la Bessette, l'humour à la Bessette, mais pour elle, écrire tous les chants de sa tête, tous les chants de la nature, avec des mots acides qui terrorisent et la terrorisent en retour. Bessette se consumant au fil de ses romans, au fil de ses démêlés professionnels et littéraires, au fil de sa vie. Le prix à payer pour Bessette, le prix à payer pour le génie, le différent, l'idiot. Bessette à la manière du prince Mishkin dans L'idiot de Dostoïevski. Le petit oiseau face aux aigles déments qui demande qu'on l'aime sans aucune pitié. Hélène déteste la pitié.
qu'on prenne soin d'elle, tout simplement, qu'on la sauve par quelque gentillesse de son propre désastre, que l'Écriture apaise tout de même, tout en dessous, dans ce chaudron vivant où elle réinvente les métaux du monde et la source des minéraux. Une Écriture en double souffle sur toutes ces braises, qu'aucun océan, qu'aucun monde premier, même la beauté de Luisa, la paix de Luisa, l'amour maternel de Luisa, le don de Luisa ne pourra jamais éteindre. Le feu qui tout en même temps éclaire et incendie. Hélène Bessette, femme feu, femme bougie, femme cyclone, écartelée vivante, femme croix, femme supplice, femme inca, femme sorcière, femme médecin, femme psychose, femme écrivaine. Hélène Bessette, une femme de génie à abattre pour laisser en paix la société des âmes sans génie. Pour terminer, je voulais vous lire, parce qu'il me semble que ça allait très bien avec Hélène Bessette, ce poète magnifique, Thierry Metz, qui a écrit Lettre à la bien-aimée, et qui disait « C'est toujours l'intérieur qui est à l'affût, vers toi ou vers un Dieu, ces grands brûlés de l'être, même si plus grand-chose ne s'établit entre eux, même si plus rien ne les retient, eux au moins, jusqu'à n'être plus rien, marchent vers l'intérieur. On attend quelque chose. » Voilà. Merci beaucoup. Retour au calendrier. Nous arrivons le. Nous accostons à. Nous sommes arrivés à. Le. Et combien de temps avez-vous passé en voyage? Le temps vous a-t-il semblé long? Mais vous ne répondez pas? Peur, secrète, bas des ailes, peur aux abords du réel, peur d'avoir affaire aux autres, peur des paroles, peur de descendre, peur de vivre, peur de vivre. Le passage est trop brusque du rêve au réel, de l'oisiveté à l'action, de l'immatériel au matériel. Changement de moyens. Laissez l'eau pour la terre, demain, à terre. Terre, triomphe absent, crainte, accablement. Se détacher de l'insolite mouvant. Tous ensemble, passagers, entassement au bastingage, distinguer la côte au dessin plus précis, plus ferme, de plus en plus proche, de moins en moins bleuté, de plus en plus la réalité, de moins en moins la paix, de plus en plus la guerre. Peu importe l'étendue, la forme, la latitude, la longitude, la qualité du climat, la faune, la flore, c'est la terre, tous ensemble. Voyageurs dans l'uniformité retrouvée, soudain l'indistinction, les yeux au regard en veilleuse, les visages à déguisement, les mots masques, les conversations pâles, les conversations qui ne veulent rien dire, qui n'ont rien à dire, le soleil accroché sur la petite ville. Une ville, des rues, des maisons, des familles, des drames possibles. Cette grande maison de pierre blanche, enfermée de vérandas, de galeries, de balustrades, suspendue à flanc de collines, au creux de la verdure épanchée, voix neuve des moustiques, fond sonore, attaché à la première sensation, au premier instant, le non habituel. Haut volet, haute maison sans fenêtre, mur crevé de portes béantes dans la fraîcheur des galeries, lauriers roses et bleus touffus, épanouis. Ne pas descendre dans les rues, ne pas abandonner la maison, ne pas retrouver dans les rues les Européens importés, besogneux, pressés, calculateurs, aventureux, aventuriers. Rester, céder à l'étreinte de la nuit enveloppante,
à la main chaude du bleu sombre, au pas léger furtif des indigènes agiles, céder au bronze des peaux, aux mouvements aperçus, aux parfums, et l'on ne sait d'où ils viennent. Céder à la nuit, qui entre, forte, jusqu'au fond des grandes pièces, par les portes hautes, ouvertes, errer d'un endroit à l'autre, les bruits étouffés par les nattes Pandalus et Paréo, glisser sans le déplacer le rideau sensible de la nuit vivante, ne pas descendre dans la rue. Vous vous y mettrez, disent les dames. Vous ferez comme nous. C'est une habitude. Vous cultiverez des fleurs. Vous broderez d'interminables broderies. Vous apprendrez à vous arrêter. Tout s'apprend. Quand ils arrivent de France, ils se figurent qu'ils vont tout changer. On ne peut rien changer ici. Le paysage est le plus fort. Ou bien vous y laisseriez la vie, votre santé. Ce n'est pas la Riviera, c'est le Sud, murmurent les dames. Voix douce, scones dorés, thé, boissons glacées, fougères en pot, nappes brodées, lenteur du temps. Personne ne changera le Sud. Personne ne changera le paysage, ne changera le rêve et la réalité. Allez donc vous reposer, couchez-vous, dormez, attendez, ne vous fatiguez pas. Vous avez bien le temps, vous le ferez demain. Ne faites pas de route à pied, prenez donc l'auto. Surtout ne marchez pas. Est-ce que vous prendrez la chaise longue? Ma belle-sœur est morte de la gangrène la semaine passée. Reposez-vous, je vous en prie. À 33 ans, vous voyez ce fauteuil, il est très confortable. On ne le dirait pas. Votre ami que l'on a mené d'urgence à Sydney est condamné, le saviez-vous? Et le ronronnement du clipper de la Panère ne trouble pas votre sommeil, j'espère. Et cet hydravion qui ne cesse de tourner avant d'amérir, il vient des îles. Allez donc vous reposer. Inlassable promenade. Insatiable promeneur, toujours, tous les jours, chaque jour, revoir sans cesse, nouveauté, douceur, couleur, tendresse, forme, lumière, parfum, jamais lassé, jamais rassasié, jamais fini. La vallée, les galeries d'ombre, les jardinets, les plantes, les fauteuils d'osier, les plateaux de Chine, les fils à Singapour, les frères à Hanoï, les oncles aux Hébrides, toujours, jamais, fini, chaque jour, refaire la promenade, les monts bleus, les palétuviers aux lentes racines, Ansvata, jamais de fin, Pacifique bleu, jamais lassé, séducteur, route sinueuse, étroite, cocotiers obliques, bleu large, envoûtant, écrasant, effacer les ruines, le passé, l'autre monde, entassement de plantes, de fauteuils, des plateaux de cuivre, de dames à broderie, de scones croustillants, de théières couvertes, des dames allongées sous les moustiquaires. La promenade se termine, la promenade recommence. On refait à l'envers, les maisons secrètes, fraîcheurs alignées, les palétuviers noués, inlassablement. Ça ne peut finir, ça ne finira pas. Le paysage ne finira jamais. Le soleil perpendiculaire ne finira jamais. Les moustiquaires, les boissons glacées, les réunions à la nuit tombée, les rues désertes du soir, jamais fini. Jusqu'à l'indispensable, jusqu'à l'illusion mentale, folie voisine, à fleur de peau, passionnément. Terre de souffrance, souffrance du rêve, rêve en souffrance et laissé pour compte, face à face douloureux, intenable, supplice. Comment le résoudre, le suspendre? Penseriez-vous le contraire? Rêve, douleur. C'est ici une terre singulière.
à cause du verre abondant, l'abondance du verre noué autour des maisons, autour des vies, liens dont on ne peut se défaire. Venez donc. Nous retournerons à Lansbata. Savez-vous conduire? Vous apprendrez. Puis nous préparerons des pâtisseries. Connaissez-vous la recette des scones? Puis nous y ferons la sieste, nous broderons des services à thé, nous arroserons les plantes en pot. Est-ce qu'une bouture de géranium blanc vous ferait plaisir? Ce sont des plantes délicates. Retournons nous promener si vous voulez, à l'heure violette et pourpre, si cela vous plaît, à l'heure du bleu léger. Louisabelle, femme hibiscus. Louisabelle, au rire triomphant. Inoubliable belle, triomphante Louisa, royale, non artificielle, nouvellement née, réellement jeune, sortie des forêts en fleurs. Danseuse, va nu-pied, légère, bondissante, Louisabelle, bras sombres levés, hors de la manche de soie, glissée, robes et jupons, rires et dialectes. Unique moment qui ne peut jamais, nulle part ailleurs, se retrouver. Ça n'arrive pas une autre fois. Il faut s'en souvenir. Il faut en mourir. Ombre bleue, la seule au monde. Il n'y en a pas d'autre. La vie peut-elle craquer? Existe-t-il à ce moment même un monde où la vie craque? Où tout est à refaire, à reprendre, à recommencer, où les pancartes de la route inscrivent « Danger, méfiance, jalousie, envie, haine ». Fourberie, que ce monde semble loin et faux, une manière de monde. J'ai oublié. J'ai tout oublié. La conversation est finie. L'amour est fini. Et la vie n'est pas finie. La nuit muette enferme les paroles retenues, car il n'y a plus rien à dire. J'ai manqué le tout petit bonheur, le bonheur amour. Il n'y avait pas grand-chose à perdre. Ce peu, je l'ai perdu. Ne rien supposer, ne rien penser, ne rien dire, ne rien inventer, ne rien imaginer. Savoir, ne pas savoir, suprême intelligence, est ici par obligation le partage de tous. Ignorer, se taire, attendre patiemment, dans le temps, aimer le temps, ne pas s'enlacer, le temps pour le temps qui s'écoule comme l'eau lente d'une large rivière tranquille. Je prends mon temps. J'ai tout mon temps. Du temps à perdre, à gaspiller. On peut gaspiller, prodigalité des richesses invisibles, du temps perdu qu'il n'est pas nécessaire de rattraper. Un grand temps pour rien. La vie déjà si brève. Pas de gaspillage, je vous en prie. C'est inadmissible. Au contraire, gagner du temps. Temps perdu ne se rattrape jamais. Courir après le temps. Nécessité de l'activité forcenée pour remplir le temps. Je ne peux plus rester à la maison. Il faut que je sorte. Je ne peux plus rester assise. C'est plus fort que moi. À n'en pouvoir plus de fièvre, de hâte. Bien employer le temps le plus possible. Tension, excitation, action, vitesse, course, maximum, dépassement. Est-ce possible de vivre petit de ce côté du monde, là où tout est dessiné à grands traits, à grands jets de couleurs, à grands mots, écrits sur la terre en multiples nuances, grands livres de luxe, toute beauté réécrite en peinture. La couleur triomphe, a le dernier mot.
C'est ici, dans cette maison, que j'ai connu Madame Brabant, dans cette grande, belle maison du boulevard Vauban. C'est d'ailleurs dans cette maison-là que je suis née. Madame Brabant, je ne savais même pas qu'elle s'appelait Hélène. Elle venait nous chercher tous les dimanches, pour toute la journée. Elle venait nous chercher à Jeanne d'Albret, où nous étions pensionnaires, ma sœur et moi. J'avais 10 ans. Je l'aimais beaucoup. Elle était toute simple. Elle ne nous faisait pas de leçons de morale, elle nous laissait libres. D'ailleurs, elle-même, elle se sentait libre, elle s'habillait comme elle en avait envie. Elle n'avait pas de beau chapeau pour aller au culte le dimanche. Je sentais bien que ça ne plaisait pas beaucoup aux dames de la paroisse. Des dames élégantes, chapeaux, gants. Entre parenthèses, l'une d'entre elles aurait dû être notre correspondance, mais elle ne nous a pas sortis. Les dames à broderie, recettes de pâtisserie, vous les trouverez dans son livre. Donc vive Madame Brabant, vive la détente du dimanche dans la grande belle maison. Elle est bien comme décrite dans la grande balade. À l'arrière, c'est la forêt, jusqu'au sémaphore. Madame Brabant nous laissait libres de nous promener dans la forêt, sans surveillance. Et à l'avant, la grande véranda, la belle vue sur la mer. On voyait entrer et sortir les bateaux. Pas d'immeuble à étage. On accédait au temple et au presbytère par le même chemin qu'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai connu le ronron du fourgon mortuaire qui a ému Hélène Bessette. Je ne savais pas qu'elle avait fait la même traversée que moi. J'avais fêté mes 10 ans sur le Vive de Strasbourg, en 1947, 2 mois en mer. Les mêmes escales. J'ai eu un grave coup de soleil à Cristobal. J'ai connu la chaleur à mourir aux Nouvelles-Hébrides. La même traversée. Oh non. Le voyage d'Hélène, c'est un émerveillement, c'est jubilatoire, coloré, musical. Relisez à haute voix la première partie de la grande balade. C'est plus que de la poésie. C'est un tableau de maître, c'est une symphonie, un essai philosophique. Hélène a réveillé mes souvenirs d'enfance. J'avais oublié que c'était si beau. La ligne d'horizon, les poissons volants. La suite, oui, j'ai bien connu cette grande belle femme, sûre d'elle, bruyante, souriante, qui s'est immiscée dans le couple Brabant. Lui, notre pasteur, je le trouvais rasant et ennuyeux. Mademoiselle F, je la connaissais, elle était venue nous voir à Jeanne d'Albret. Les demoiselles missionnaires de la mission protestante, c'était l'équivalent des bonnes sœurs catholiques. Nous les aimions beaucoup, sauf celle-là. Moi, j'ai bien vu que Madame Brabant, soudain, était très malheureuse. Puis j'ai vu débarquer mes pères et mères en urgence qui arrivaient de Marais à cause du scandale paroissial, le pasteur qui divorce. Bien sûr, on ne parlait pas de ces choses-là devant les enfants. Le peu que j'en sais, je l'ai écouté aux portes. Relisez la 3e partie de la grande balade. C'est à pleurer. On passe de la joie pure et belle au drame. Elle avait tort sur toute la ligne, tort d'être méprisée, tort d'être piétinée. On lui a même volé un enfant. Moi, petite fille, je suis restée sur ce drame dont je n'avais pas su la suite. Encore aujourd'hui, je regrette de n'avoir pas trouvé le moment pour lui manifester un geste de sympathie. Quand le nouveau couple Brabant, des années plus tard, est revenu à Nouméa, à l'occasion d'une fête de paroisse, j'ai refusé de les rencontrer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais Seigneur, c'est encore plus difficile de pardonner le mal fait à quelqu'un qu'on aime qu'à soi-même. Quelle grande dame, cette petite Hélène Brabant. Heureusement, elle est devenue Hélène Bessette. C'est pour nous un enchantement.
Jacques, tu viens? Alors il y a Jacques, il y a Evelyne Lec qui va venir. Donc je vais laisser maintenant... Tu vois quand même, Patrick? Je te vois. Bon, tant mieux. C'est coupé un peu le son de temps en temps, mais pas beaucoup. D'accord, mais nous on te voit très très bien, tu es sur le grand écran, c'est super. Je passe la parole à Jacques. Bonsoir monsieur. Bonjour pour vous. S'il m'entend. Oui, il est là. Parle bien dans le micro. Comment nous avons souhaité dédier cette journée à Evelyne Lec. Bonjour. Et ben voilà, on est devenus vieux. Hein. Bon, Bah ça, oui. On est nettement plus vieux que sur la photo que j'ai. n'empêche que c'est une belle maison où on se voyait tous les dimanches. Allez, je vais vous laisser à des choses plus sérieuses. C'est très très sérieux. Parce que comment on a souhaité, oui, je disais, donc dédier cette soirée à Louisa, à sa mémoire, et à Evelyne Lachrelec, en compagnie de monsieur Patrick Brabant, parce que la grande balade est dédiée à Patrick Brabant, à mon fils Patrick, et cette dédicace donne tout le mouvement du voyage vers Nouméa à la fin des années 40. Et par ce geste un peu similaire de la dédicace à Evelyne Lacheret et à Louisa, on souhaite aussi refaire ce mouvement aujourd'hui, depuis le roman, jusqu'à Louisa, qui est tellement importante dans le roman, la femme hibiscus, la femme fleur sortie des forêts en lien avec l'étrange. Et Evelyne Lec, qui a trouvé, je trouve, une formule qui résume pour moi tout le mouvement littéraire de la grande balade d'Hélène Bessette et des autres œuvres, c'est que d'Hélène Brabant, elle est devenue Hélène Bessette, inscrivant ainsi le mouvement même de quelqu'un qui a confirmé ici en Nouvelle-Calédonie sa vocation d'écrivain et qui s'est mis dans ce mouvement qu'elle n'a pas pu arrêter avant sa propre mort. Voilà, je commande. Et je voulais vous remercier, ainsi que M. Martin, qui est ici, pour votre présence à tous, parce que vous êtes là pour témoigner, en fait, d'un destin exceptionnel, aussi bien sur le plan humain que sur le plan littéraire, d'une femme à laquelle, au fur et à mesure qu'on découvre son œuvre, nous nous attachons de plus en plus. Et on vous rend un très fort hommage, M. Brabant, d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Nous sommes un peu émus de voir autour de nous toutes ces personnes qui ont accompagné à un moment de leur vie Hélène Bessette. Merci beaucoup en tous les cas pour ce moment. Oui, Patrick, est-ce que tu as donc des choses à nous dire, quelques mots à nous adresser? J'ai très très mal compris l'intervention de la personne qui te précédait, parce qu'il y avait beaucoup d'échos, de résonance, donc je n'entendais pas bien les phrases. Mais je ne sais pas, moi, tu m'as dit d'être là pour répondre aux questions, je n'ai donc pas préparé de questions, moi. On va peut-être dans la salle demander si quelques personnes ont des questions à te poser, parce qu'on les tient quand même déjà depuis plus de 3 heures. Oui. On les a peut-être épuisés aussi. Hein. Quelqu'un dans l'assistante a-t-il une question particulière adressée à Patrick Brabant? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est une question très, très simple. Quel souvenir gardez-vous d'Hélène? De Nouméa? De Nouméa, d'Hélène, de toute cette période en fait. J'ai quitté Nouméa, j'avais 3 ans. Alors autant vous dire que je n'ai pas énormément de souvenirs. J'ai 2 petits souvenirs de jeune enfant, d'une part au presbytère, et puis d'autre part dans la voiture un jour que mes parents m'avaient emmené avec eux. C'est tout ce que j'ai comme souvenir de là-bas, et c'est pour ça, entre autres, que j'aimerais bien revenir visiter Nouméa. Et grâce à Thierry, j'ai pu voir une vidéo de l'intérieur du presbytère où j'ai habité. Eh bien, je
j'ai été très impressionné et j'ai très envie de le voir en vrai maintenant. Bon, voilà les souvenirs. En tout cas, tu seras chaleureusement reçu en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Moi, j'avais peut-être une question, c'est quel souvenir tu gardes de ta maman, écrivaine? Quel souvenir tu en gardes pour nous? Alors, de ma maman à Nouméa, aucun, strictement aucun. Il y a cela toutes sortes de raisons. Elle a été malade assez souvent et elle s'est éloignée de Nouméa assez rapidement aussi, puisqu'elle a passé la fin du séjour de pendant que mon père était à Nouméa en 1949, ma mère était à Sydney à ce moment-là. Donc, je ne l'ai pas vue beaucoup. Et surtout, les gens qui s'occupaient de moi, en dehors de mon père, c'était essentiellement Louisa, dont je t'ai déjà longuement parlé et dont tu as retrouvé la trace. Et c'est tout. Mais je ne me souviens même pas. Je n'ai pas de souvenir de Louisa autre que la photo que mes parents m'ont donnée. Alors, sinon, de ma mère écrivaine, c'est beaucoup plus tard, c'est en France, c'est dans les années 50, 60. J'ai un souvenir qui est assez frappant pour moi. J'étais interne dans un lycée à partir de la 6e, c'est-à-dire à 12 ans, ça fait en 58 à peu près. Et là, ma mère m'écrivait toutes les semaines. J'avais toutes les semaines au lycée une lettre de ma mère. Et chaque fois qu'un livre était édité chez Gallimard, elle me l'envoyait. Et je garde un souvenir de ces lettres et de ces livres, qui étaient des livres de maman, dont La Grande Balade, qui m'est dédiée parce qu'un jour, je lui avais dit « Mais tu m'avais promis de m'écrire et tu ne m'as pas écrit. » Elle m'a dit « Je vais réparer ça. » Et elle m'a dédié La Grande Balade. Voilà. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de ta maman après 73? Parce que c'est sans indiscrétion, mais parce que ça me semble important 73, aussi. Pardon? Parce qu'il me semble que c'est aussi important dans son destin de femme écrivaine. Ah oui, c'est sûr. Je dirais qu'après 73, il y a eu une première période assez courte pendant laquelle elle a été relativement heureuse parce qu'elle n'avait plus besoin de courir après l'argent. Elle n'avait pas d'argent, elle faisait tous les métiers. Mais à partir de cette époque, elle avait touché sa retraite de l'éducation nationale, qui n'était pas extraordinaire, puisqu'elle avait relativement peu travaillé, une vingtaine d'années simplement, qui était donc incomplète, mais qui était tellement mieux que l'absence d'argent qu'elle a commencé par réaliser l'un de ses rêves, qui était d'aller s'installer en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, à Torquay. Mais bon, c'était quand même pas suffisant pour pouvoir vivre comme ça. Donc elle est revenue après en France et puis elle s'est installée au Mans, là où j'habite. Et parallèlement à à cette façon de vivre qu'elle a eue à ce moment-là, il y a surtout le fait que son état de santé psychologique s'est dégradé encore plus. Elle a été tellement choquée tout au long de sa vie, à la fois par l'absence d'amour maternel, son mariage qui pour elle était un échec, et puis ses déboires en littérature, parce que c'est sûr qu'elle était heureuse, extrêmement heureuse d'avoir été reconnue par des gens comme Raymond Queneau ou Marguerite Duras, d'être éditée, mais elle espérait tellement vivre de cet art et elle n'y arrivait pas. Et ça a développé chez elle une sorte de psychose qui était qu'elle accusait tout le monde d'être ses ennemis, de lui vouloir du mal, de faire exprès qu'elle ne gagne pas d'argent. Et avec l'âge, cette psychose s'est aggravée et ça a pris des proportions très, très importantes et très douloureuses pour mon frère et moi. Parce qu'elle ne voulait plus nous reconnaître. Elle nous mettait à la porte, elle refusait de nous ouvrir la porte en disant « mais je sais que ce n'est pas vous », enfin, etc.
Donc elle a eu une fin de vie difficile. Elle a fini par s'éloigner du Mans pour s'éloigner de ses ennemis, dont je faisais certainement partie. Et en 99, la ville de Niort a prévenu mon frère que sa mère, qui était donc installée à Niort, commençait à avoir de gros problèmes de santé. On est donc allé la récupérer. Je l'ai ramenée au Mans encore une fois, et là, elle ne pouvait plus rien faire d'autre que ce que je lui... Comment dire, que ce que je faisais pour elle. Je lui ai trouvé un appartement, je lui ai trouvé, lui faisait ses courses toutes les semaines, je lui ai trouvé une femme qui venait tous les jours lui apporter les repas de la ville. Enfin, j'ai trouvé aussi une femme de ménage qui passait régulièrement parce qu'elle était plus trop capable à son âge de faire le ménage. Et cette période qui n'a pas duré très très longtemps, qui a duré 1 an, s'est terminée par des accidents de santé qui se sont répétés et qui ont fini le 10 octobre 2000. Voilà. Bon. Dans l'ignorance complète du monde littéraire, et avec mon frère, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vidé son appartement et tout, et on ne croyait pas du tout à une renaissance d'Hélène Bessette dans les milieux littéraires. Et cette renaissance, on la doit essentiellement à Julien, qui m'avait contacté un jour pour me demander est-ce que vous m'autorisez à faire un mémoire sur votre mère? J'ai dit oui, bien sûr. Et on est devenus amis. Et grâce à lui, puis à Laure Limongine, puis à Benoît Viraud maintenant, Hélène Bessette est de nouveau connue. Merci pour ce témoignage. Et nous, on espère de notre côté aussi d'avoir en tout cas ouvert les portes de la littérature calédonienne aussi à Hélène Bessette, votre maman. Voilà. Merci. Vous avez dans l'assistante une question ou pas? Sinon, je pense qu'on peut peut-être arrêter. En tout cas, merci beaucoup, Patrick. De rien. Merci à toi d'avoir organisé cela. Merci. Et une captation complète de la conférence sera bientôt disponible. Donc, tu pourras voir l'intégralité de la conférence avec le film abouti, parce que ce que tu avais vu, c'était un film qui n'était pas encore abouti. Et donc tu pourras voir le film complet qui dure à peu près 7 minutes, plus l'intégralité de la conférence avec les lectures formidables de Nicole Kurtovic et d'autres. Je partage avec mon frère. Voilà, bon, voilà. Et puis bonjour aussi à ton frère Eric. Merci beaucoup Patrick, à très bientôt. Ces paroles que nous recevons de la part de Hélène, mais aussi cette parole fécondée par sa rencontre avec Louisa. Il me semble qu'il y a une question qui nous est posée à tous. Le sens, quel sens nous donnons à cela? Dans ces moments d'incertitude pour le pays, nous sommes interpellés. J'avais passé une trentaine d'années de vie professionnelle avec les quelques personnes qui sont là, Nicolas, Jacques, Joël et des Calédoniens de différentes ethnies. Nous avons mangé du pain rassis ensemble et nous avons mangé aussi des bougnats dans la joie ensemble. En écoutant l'exposé qui a été fait, il me semble que tout le problème calédonien est de nouveau posé d'une façon forte, solide. La lecture qui a été faite par Nicole tout à l'heure au début
ce départ vers l'inconnu, vers l'autre, vers quelque chose qui n'est pas saisi parce que c'est loin. Il me semble que nous sommes toujours avec des bémols devant cette situation. Ici, dans le sens où il y a une exigence de rencontre. Une exigence de rencontre de ce qui est perçu sans aller très loin dans la saisie. Dans le sens où les uns et les autres, nous, ce qu'on appelle les Kanaks, et les autres qu'on appelle les non-Kanaks, quelle que soit leur ethnie, mais qui vivons ici, avec une terre qui nous tient et qui nous enracine. Il y a une exigence d'habiter demain, ensemble. Et par rapport à ça, je voulais signaler que le terme Tchéniwa dans la culture Djehou, qui est l'une de notre culture, que certains parmi vous ont appris, qui veut dire étranger, dans la terminologie Djehou, ça veut dire il faut déjà partir de la maison. Tchéniwa, ça veut dire ils appartiennent au roi. Quand on réfléchit sur la cosmologie Djehou et le rapport cosmogonique de vie du Djehou, on dit que tous les dieux qui habitent dans le panthéon Djehou, tous leurs noms commencent par le roi et qui habite le monde invisible. Et tous les chefs actuels qui vivent, qui sont des contemporains, ils ont leur nom qui commence par roi. Que ce soit le monde invisible ou le monde visible est habité par les rois. Et celui qui vient de la mer, il appartient à ces rois. Ce n'est pas quelque chose d'étranger. Nous avons à dialoguer, je l'ai dit la dernière fois, il ne s'agit pas de dialoguer à la manière de Platon, de aiguiser ses arguments pour essayer de faire tomber l'autre. Il s'agit de dialoguer à la façon d'un poète que j'ai connu en Amérique latine, qui dit qu'il faut dialoguer. Dialoguer, ça veut dire qu'il faut partir de l'idée qu'il faut se respecter mutuellement, se regarder à visage humain, et d'autre part partir de l'idée que je vais discuter avec lui parce que certainement ma préoccupation, c'est lui qui détient forcément la solution ou vice-versa. C'est les exigences de demain ici. Et l'exigence de demain dans la culture Djehou, quand on parle de demain en culture Djehou, on dit Elanihe. Elanihe, ça veut dire le tissage des liens qui se fera demain appartient au défi de demain. Mais il faut faire le tissage. Chacun de nous est appelé à faire ce tissage. Et pour pouvoir faire ce tissage, comme Nicolas travaillait dans le lycée de Jocamon, je dirais aussi bien Louisa que Hélène, ce sont des Jocamon. Parce que dans la culture kanak, le kamo, ou le hatch, ou le mome, ou le amboro, dans tous les vocables du pays kanak, il y a un personnage conceptuel qui n'a ni genre, ni âge, ni culture, mais de toutes les cultures.
Et il s'agit de faire en sorte que la personne humaine, le Kamo, pour devenir Jokamo, il doit s'élever dans son esprit, dans une quête spirituelle pour pouvoir grandir en dignité. Et je pense que c'est le défi posé à ce pays et c'est ce que nous offre certainement Louisa et Bessel de leur rencontre pour l'avenir de ce pays. Merci.